De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? 130e épisode de Quoi tu parles de? 1-3-0. Oui! Bravo, Marc! Hey, Je suis pas fier. Je suis donc fier de toi. t'es pas fier ou t'es donc Je fier? veux dire, je suis donc pas fier de Je suis donc toi. pas fier de toi. Exactement. C'est ça que tu voulais dire. Exactement. Tu l'as eu. Et puis aujourd'hui, fier de l'accueillir à l'émission, François Lamoureux. Brasse camarade. Brasse avec son camarade. frère Pierre, aussi Lamoureux. Oui. Et qui a fait tellement de choses. Brasse camarade, c'est quelque chose que j'ai pas vécu. Non. Parce que je suis trop jeune. Ouais, Je moi suis né non en plus. 98 et le groupe est défunt en 99. Je pense Début que des années 2000. Ça a duré jusqu'à 2001, je pense. c'est ça, quand ils ont fait l'Olympia pour C'est ça. les Jeux de la francophonie à Paris. Exact. Mais là, de voir tout ce parcours-là, parce que il y a eu Cano, Oui. il y a eu Garolo simultanément dans la rien. Et puis là, il y a eu comme un petit creux. Mais Oui. pas vraiment un petit creux. Il y a eu Robert Paquette. Oui. Il y a eu Paul Paul Demers. Demers. Et puis, mais le prochain vraiment grand groupe, si on parle de groupe, Oui, de c'était groupe. Brasse Camarade. Exactement. Qui ont fait des tournées à l'international, qui ont connu beaucoup de succès au Portugal. Faut poser cette question-là. Je comprends rien. Moi non plus. Quand j'ai parlé à mes parents, je suis C'est comme... hey, illogique. puis je suis comme, ouais, c'était fait partir au Portugal, puis là, ils sont aux States, puis je suis comme... Pourquoi? Comment? c'est- Pas pourquoi. Comment? C'est des écoles pénitentiaires. Comme, je trouverais ça beau qu'ils se rendent à Sudbury. Exact. Mais ils se sont rendus à Sudbury. Oui, mais Mais juste ça, c'était incroyable. comme Penetang à Barrie, déjà là, que c'est un exploit, puis Oui. c'est comme 1 heure de char. Mais là, de dire que tu fais carrière à Sudbury, que tu fais carrière aux États-Unis aussi. Au Canada, aux États-Unis, au Portugal. en France, d'avoir ces succès-là. Vous connaissez peut-être leur chanson Sans elle, Oui. qui est sans elle, comme Oui. elle, une femme, Oui. et elle comme un oiseau. Exact. Et aussi Aline, la reprise de Christophe, chanteur français, je crois. Je pense. Peut-être qu'il est suisse. Je Je sais pas. Il est européen. Lui? Aline, ils l'ont repris version plus rock, qui est une de leurs grosses chansons Oui. aussi. 6 albums, dont 2 en français, anglais et portugais. Exact. Fait qu'à un moment donné, ils ont appris le portugais. Ça aussi, c'est une question qu'on a. Moi, toute l'époque Portugal, grosse question. Gros point d'interrogation sur le Portugal Ouais. aujourd'hui. Très hâte d'y en parler. Oui, Aujourd'hui à absolument. l'émission, de quoi tu parles de François Lamoureux de Brasse Camarade. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Aujourd'hui, il faut le dire, on reçoit de la royauté à l'émission. Rien de moins. Si je vous dis Garolo, si je vous dis Cano, qu'est-ce qui vient après? Eh bien, c'est Brasse Camarade. On laisse faire les chaises musicales. C'est une gang de losers. On parle au vrai de vrai. De quoi tu parles de François? Ça va bien? Bon, ça va très, très, très bien, mais je me rappelle des chaises musicales quand ils ont joué à la brûlante, puis on a fait tout ça, puis en tout cas, on a des histoires à raconter. On a des histoires de qu'est-ce que tu parles de, là, on a bien des affaires à faire de. Ben, c'est justement ça qu'on veut savoir, de faire de la musique avec vous, les frères Lamoureux, de le faire avec ton frère. Comment Brasse Camarade, c'est gros. On sait que Oui. vous êtes allés partout aussi. On va rentrer dans toutes ces histoires-là au Portugal, etc. dans pas long. Mais comment que, justement, toi et ton frère, vous êtes dit, hey, on se part On part un band. Ben, écoute, ça a commencé. Mon frère et moi, on a 7 ans de différence. Donc, OK. Pierre, il avait été à Sudbury, à Cambrian en musique. Il avait été en trompette. OK. Puis, mais c'était un bassiste. Et puis, donc, il est parti de la maison, j'avais 13 ans. Et moi, je jouais de la guitare depuis que j'avais 10 ans. Je voulais faire comme mon frère, jouer de la guitare. Et puis, il revenait les étés. Et on a fondé un groupe en 1984, donc j'avais 14 ans, qui s'appelait Doux Désir. Avant ça, j'avais un petit groupe à La Fontaine, Ontario, qui s'appelait Vacances. Mon premier groupe s'appelait Vacances. Puis après ça, il y a eu Doux Désir. Puis on avait ouvert pour Cano en Wow. 84. C'était un peu la brunante de Penetangwishing. OK. Ça s'appelait le Festival des Canoës. Puis on avait gagné ça et on avait ouvert pour Cano. Puis c'est là que j'ai rencontré Marcel Aymon la première fois. Puis eux autres, ils finissaient leur carrière avec l'album Visible. Puis là, ben, j'ai joué au Curling Club de Penetang. Puis la foule était en délire. Puis
une fois que j'ai goûté à ça, puis j'ai eu mon premier chèque de royauté parce que j'ai figuré à cause de mon frère, on a figuré comment les royautés fonctionnaient. Donc, à 13 ans, je recevais des royautés pour mes spectacles. Wow. Et là, je me suis dit, wow, je peux faire de l'argent. Puis dans ce temps-là, les royautés étaient quand même importantes avant qu'ils changent comment les choses fonctionnent. Ben oui. Donc, j'avais 13-14 ans. Écoute, quand j'étais à 14 ans, en fait, mon frère, il a quitté pour Cambrian. Donc là, j'étais tout seul à Le Caron, l'école secondaire de Caron à Venetang, que mon père a fondé. Puis là, je m'ennuyais de mon frère, etc. Puis il y avait un petit kid là-bas qui voulait jouer des drums. Puis il s'appelait Jean-Marc Lalonde. Oui. Vous connaissez ben oui, on l'a eu sur le podcast aussi. Ouais. Alors, Jean-Marc Lalonde, lui, il voulait jouer du métal, tout le temps du métal. Puis Dio. Puis moi, j'étais plus rock and roll. Puis là, il voulait jouer de la guitare, mais c'était impossible, ses doigts, c'était comme ça bougeait juste pas, là. Puis j'avais mon ami Yves Desroches, lui, qui jouait de la guitare. Je dis, Yves, sorry man, je suis meilleur que toi, et tu as raison. You play bass, fine. So, on en fait la bass avec quelqu'un, on a créé le groupe, tout est parfait. Ouais. Puis là, j'ai appris à Jean-Marc comment jouer des batteries. Puis en une semaine, il est devenu bon. Donc, il était très bon à frapper des affaires. Il était correct avec ça. Et là, on a commencé à jouer, etc. Puis on a eu un gros succès. Puis plus que parfait, on a, en l'espace de 1 an et demi, 2 ans, on a gagné toutes sortes de concours de jazz. On s'est retrouvé à représenter l'Ontario à Music Fest à Vancouver pour le jazz. On a gagné 3e place. Wow. Puis après ça, on a continué à faire ça. Puis on a gagné la Brunante en 86. Puis on a joué la Nuit sur le temps en 87. Et ce spectacle-là de 1987 était déterminant parce que tu avais Yves Doyon dans la salle, tu avais les gars des Arts du Moussaillon qui étaient là, tu avais plein de monde. Puis c'était la musique. Puis c'est pas rien de péjoratif aux gens qui étaient là dans ce temps-là, mais c'était rendu les années 80, mais pas l'année 80 cool. Là. C'était comme un petit clavier du monde plate qui jouait. Puis le monde à l'université de Laurentienne, puis les gens du secondaire voulaient avoir du fun. Puis on est arrivé 3 gars de 16-17 ans, puis on a joué, puis on a explosé l'affaire. Puis quand tu parles à Yves Doyon, il va te le dire, c'était la foule la plus loud que j'ai jamais vue. Puis ça m'a influencé. Puis ça m'a influencé moi. Pars à McGill, rejoindre mon frère qui est rendu là-bas. Et là, de fil en aiguille, on commence un groupe anglophone qui s'appelle The Freight Edge, puis avec un chanteur de New York, puis on va à New York enregistrer. À 18 ans, j'étais à New York, je suis dans les studios, la vie est belle. Mais le problème, c'est que le gars de New York, c'était notre chanteur. Puis notre chanteur, mon frère et moi, puis un drummer, il était comme pas disponible, puisqu'il était tout en train de faire des albums un peu partout sur la planète. Donc là, on a décidé, screw that, man, moi je vais chanter en français, puis on va jouer dans les écoles, puis on va reprendre les chansons de Plus que parfait. Puis on a fait ça, puis on a joué à La Nuit sur le temps. Notre premier show était La Nuit sur le temps en 91. Wow, ouais. Donc, Plus que parfait, 87, La Nuit sur le temps, on vole le show. 89, on vole le show aussi. Puis, camarade, 91, on gagne la bourse Bertrand, ça va super bien. L'ONF fait un documentaire sur nous autres. Et là, notre drummer se fait mal. Donc, je rappelle Jean-Marc Lalonde. Jean-Marc Lalonde, ça a l'air qu'on s'en va au Portugal, ça te tente-tu de venir? Je fais juste jouer du jazz à cette heure. Tu vas jouer du rock and roll. So là, j'ai acheté les plus grosses baguettes, des Bobby Rock. Oui. Puis là, j'ai créé un monstre. Je bûchais des batteries au Portugal avec nous autres. Après ça, on a continué. Donc, c'est un peu comme ça. Puis là, à un moment donné, Brasse Camarade a comme levé. Puis le groupe anglophone est comme mort. Donc, c'était pas un plan qu'on avait nécessairement de faire ça, mais c'est devenu ça. Puis Brasse Camarade a vraiment bien été. Donc, on a continué à faire ça. Donc, c'est comme ça que Pierre et moi, on a travaillé ensemble. Mais là, de se rendre au Portugal, comme évidemment, vous avez joué beaucoup au Canada, Ontario, Québec, ainsi de suite, mais là, de faire, OK, on s'en va au Portugal. Comment que ça s'est concrétisé, tout ça? Comme, d'où ça sort? Surtout des années 90, c'est pas comme à cette heure. C'est ça, l'Internet était là, mais n'était pas utilisé de cette façon-ci. Tu peux pas faire un appel puis être sur l'Internet en même temps. Non, c'est... non. Écoute. Alors, OK. Alors, il faut que je recule un tout petit peu. Ça va vous faire freaker un petit peu, cette histoire-là. C'est un peu buzzant. C'est que je t'avais parlé qu'on a joué à La Nuit sur le temps avec Plus que parfait en 89. Ouais. Parfait. En 90, j'avais mon groupe anglophone avec le gars de New York, right? Oui. Puis le gars de New York, puis notre drummer anglophone s'appelait Arnold. Puis Arnold, son cousin avait été aux Açores, jouer de la musique au Portugal, aux Açores. Puis là, il dit, Hey guys, you guys should go play those islands there. I just went to those islands there. Oh, good islands, man. Azores. Puis je savais pas c'était quoi, là. Azores. Moi, j'étais bon en géographie à l'école, là, c'est comme... Never heard of him. Yeah, there's a guy, Canadian guy there living there. Just send him your tape there. So, on a envoyé notre tape de New York, la ville de New York, des gros studios.
chanteurs travaillaient là-dedans avec toutes les grosses vedettes. Malade. Et puis ça sonnait vraiment bien. Alors, moi, ça, au Portugal, out of nowhere, là, il y a un gars qui m'appelle puis il dit « je m'appelle José Suarez, puis j'ai reçu votre cassette. » En français de même. « Je m'appelle José Suarez, puis j'ai reçu votre cassette, là, puis The Frayed Edge, là, c'est bon, puis on va vous faire venir ici au mois d'août. » Ça coûte donc, tu parles bien français. « Ouais, j'ai migré au Québec en 55, puis... j'étais dans l'FLQ. Mais c'est compliqué, puis en tout cas, je ne vais pas parler d'FLQ, puis en tout cas, je suis plus de vivre au Québec, là. Là, c'est comme, OK, all right, buddies, on va vous faire venir ici, là, puis c'est plus ça. Soit là, on est allé là-bas avec un gars anglophone, fait un gros succès, revenu au Canada, comme je te dis, là, abandonné, le chanteur s'en va, Brasse Camarade commence. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'avant de jouer au Québec, on a joué en Louisiane, en Alabama, avant de jouer au Québec. On voulait arriver au Québec en force pour dire, tu vois, comment jouer au Québec, il y a d'autres francophones. On va aller jouer partout ailleurs, même en Louisiane. Avant de jouer au Québec, on va aller là-bas, là. Ça va bien aller. Donc, on a fait ça. Puis là, en 92, on s'est dit, ben, on va appeler le gars José Suarez aux Açores pour le fun, voir si on peut-tu retourner au festival. On appelle José, il dit, José, ouais. Il dit, tu nous joué à ton festival sur l'île Santa Maria encore? Oh, Frayed Edge, non, Brasse Camarade. C'est quoi ça, Brasse Camarade? Non, t'envoies une cassette. Puis il dit, OK. Donc là, on est allé jouer là-bas, puis ça fait un gros succès. Puis là, on continue à retourner aux Açores, puis c'est devenu gros assez vite. Crazy. C'est puis j'ai amené absurde. Sean Sasnick là-bas. Oui. Sean était notre drummer. J'ai amené Sean là-bas. J'ai amené plein de drummers. Jean-Marc Lanotte pourrait t'en parler du Portugal. Écoute, il s'en rappellera. On a passé 6 semaines à faire plein de tournées là-bas avec lui la première fois. On est allé peut-être au moins 25, peut-être pas 25. Avec Sean, peut-être 20 fois au Portugal, quelque chose de même. Puis, donc, il y a des témoins à ce que je vous dis, là. Oh, on le sait que c'est 100% vrai parce qu'il y a même des... Tout ça, c'est écrit sur Wikipédia puis tout ça, là. Habituellement, quand on cherche des gens, il y a un peu moins de Wikipédia qui se passe, je te dirais, mais toi, ta liste de trucs est énorme. Puis aussi d'aller aux Azores, au Portugal, c'est comme des îles au milieu de l'océan Atlantique. Là. C'est comme le Hawaï des États, mais au Portugal. Oui. Quand j'étais là à Hawaï, j'ai resté bête. Puis ça, là, j'étais avec... Là, à un moment donné, j'étais dans une trail à quelque part, puis un gros Hawaiian dude qui joue du ukulele, puis j'arrête de parler avec lui, tout ça. Puis c'était le musée du ukulele sur la montagne, puis il me parle du ukulele. You know, the ukulele was brought here by Azorean immigrants. What? Azorean immigrants? Yeah, it's a mixture of Hawaiian culture and Portuguese culture. It's Hawaiian. It's actually from the Azores. A lot of it. Puis là, je suis comme, mais voyons donc. Puis c'est comme le Hawaï de l'Atlantique. Puis les Açoriens, ils ont été là-bas. Puis c'est drôle parce qu'aux Açores, chaque île a sa guitare. OK. Unique. Avec, il y en a qui 10 cordes, il y en a qui 11 cordes. En tout cas, c'est toutes des affaires. Donc, Hawaï puis les Açores, il y a comme des liens bizarres là-dedans là, qu'on ne savait pas. Là. Bizarre. J'ai tellement de questions. C'est absurde. Mais là, OK, là, tu as évidemment fait la tournée avec Brasse Camarade, avec tout. Vous avez eu des super gros succès. Oui. Et là, éventuellement, évidemment, le groupe s'est éteint. Mais il a continué dans le cœur des gens. Et encore aujourd'hui, on en entend beaucoup parler des gens qui souhaitent que le groupe revienne encore. Et là, on a une question. On a lu sur Wikipédia qu'il y avait peut-être des chances qu'il y ait soit une réunion de quelque sorte ou un box set qui se fait. Puis là, je me dis... Je vais verbatim, Wikipédia, Brasse Camarade, puis c'est juste sur l'article en anglais. Pas en français, c'est ça. En français, ils disent pas. En anglais, ils disent Brasse Camarade is currently considering reuniting. A box set is also planned with no release date yet announced. OK. Alors, ce qui est arrivé avec ça, c'est que nous autres, on s'est éteint pour une raison, c'est qu'on n'a jamais fait un bye-bye officiel. T'sais, on jouait dans les écoles. Le réseau Ontario, le monde ne sait pas ça, mais le réseau Ontario, ça a un peu été créé par mon frère. Parce que Pierre, après Paul Demers, tu avais, OK, tu as Garoulou, Cano, ça s'éteint. Le seul gars qui restait, tu avais Purlaine, puis ça, tu avais Paul Demers qui était tout seul. Robert Paquette était comme à semi-retraite, il avait bien réussi, Robert. À part ça, tu n'avais pas grand-chose qui se passait. Après ça, nous autres, on arrive. Et puis, mais il n'y avait vraiment pas de place à jouer. Donc, puis Pierre, ce qu'il a fait, c'est qu'il a développé tout le réseau des écoles. Puis, il n'y a personne qui faisait ça. Puis, il y a plein de monde qui nous a suivis. Puis, on a commencé à rouler. On a fait 500 spectacles, nous autres, Brasse Camarade, sur 9 ans. Puis là-dedans, 8 ans, sur 8 ans. Puis là-dedans, il y avait, je pense,
250 ou 300 dans les écoles en Ontario. Wow. C'est comme on a joué beaucoup. S'il y avait eu Facebook dans ce temps-là, c'est qu'on aurait eu un gros following. Donc, pour répondre à ta question sur le box set puis la réunion, c'est qu'on a eu un gérant, puis ça a comme mal été le gérant à un moment donné au Québec. C'est un peu pour ça qu'on a décidé d'aller jouer au Portugal. À un moment donné, on a décidé qu'on ne jouait pas au Québec. Puis, on a décidé vers 99-2000, avec une bataille, on a retiré tous nos disques des disquaires. On a tout sorti de là. C'était plus facile de tout tuer que de dealer avec la bataille. Ça ne me tentait pas de me battre avec lui, nécessairement. Donc là, on allait faire un gros fanfare de faire un box set. Puis ce qu'on a fait, c'est que discrètement, sans dire à personne, on a tout mis sur Spotify. En fait, 3 des 5 albums sont sur Spotify en ce moment. Puis on n'a jamais vraiment dit à personne. Ils sont là. Sur le box set, il était comme un peu là. Puis on n'a pas fait de vraiment faire. J'aimerais ça faire un livre avec les photos puis les histoires puis tout ça. Parce qu'on a vraiment joué beaucoup. Quand nous autres, Éric Lapointe, on a commencé en même temps. Il était venu à mon lancement à Dieu, j'étais allé au sien. C'était vraiment le fun. Il était tout le temps avec moi. Mais lui, quand il avait fait 100 spectacles dans la presse, Éric Lapointe fait son 100e spectacle, j'étais rendu à 325. On a vraiment joué live. On a joué. On avait mangé donc, des ça, shows. ça manque, les bons spectacles. Oh my God, on a conduit la vanne jusqu'au territoire du Nord-Ouest. Nous, on conduisait partout. Au lieu de prendre l'avion, on allait. On avait un show, on m'a donné à Saskatoon, juste un show, on a conduit, on est revenu juste pour un show. Ça, c'est long, là. C'est énorme, le Canada. Hein? C'est long, longtemps, oui. On a fait Latuc Calgary non-stop après un show. On a fini à minuit. On a conduit, ça a pris 52 heures sur la Calgary. Absolument. On a fait la route, man. Puis là, tu parles de t'enlever les... Oui, ben exactement. Vous avez joué vraiment partout. Puis là, tu parles aussi de le fait que vous avez... Ben c'est ça. Justement. Là, on voyait ça. L'Olympia à Paris, vous avez joué ça tout bonnement, comme ça. J'ai de la misère à comprendre le parcours parce que vous avez vécu tellement de succès à l'international, pratiquement, je ne veux pas dire plus que dans votre propre pays, mais un peu. Tu sais, comme il y avait quelque chose qui se passait ailleurs, mais toujours en français, même au Portugal aussi, même à tout ça. Puis c'est quelle raison pour laquelle que ça fonctionnait en français là-bas? Bien, là-bas, plusieurs choses dans ton commentaire-là. En fait, je vais commencer du début de la patente. C'est que en 92, ce qui est intéressant, c'est que on avait toujours la prétention, on se faisait dire par des anglophones, qu'on était, si tu chantes en français ou tu es en français, c'est les ligues mineures. Si tu étais vraiment bon, tu irais chanter en anglais. Ou si tu étais vraiment bon, you're in the minor leagues, man. You weren't really... C'est pas vrai, cette affaire-là. C'est strictement pas vrai. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, j'étais au Peel Pub à Montréal, puis sur l'avenue du Parc. C'était en 91. Pense camarade a juste commencé à faire sa première tournée. J'arrive, feeling pretty good. Là, j'arrive, puis le gars, il dit... there's somebody here tonight. You want a free pitcher of beer and a club sandwich? J'ai dit, yeah. OK. J'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ça pour? So là, il me dit, well, there's a Guitar Wars contest tonight and nobody's here. So if you go on stage and play guitar, you get a pitcher of beer and you get a club sandwich. Et moi, j'étais pour commander le club sandwich anyway. Puis il dit, there's nobody here, so just go on stage and you get the free club sandwich. There's people here and to listen, but there's no guitar players, right? So he dit, wow, I'm not going on stage without my amp. Il dit, ben voyons donc, ton amplificateur. Non, mon Mr. Boogie, je joue pas de la guitare sans ça. Fine, tu vis où? À 2 rues, mais il est pesant. Fine, get in my car. Lui, c'est le gérant. Get in my car or go get your amp. Je rentre dans son char, va chez nous, prends mon amplificateur. Là, j'arrive, il y a une liste de 6 personnes qui veulent jouer. Looks like you're in a competition, kid. You got to play now. I went to get your frickin' amplifier. Weighs like 100 pounds. Screw you, buddy. So là, j'arrive sur la scène, puis là, c'est des solos de guitare, là, tu sais, comme... So là, shred alert. Puis je gagne. So, wow. Ouais, shred time. So là, je gagne. Je dis, man, you won. You got to come for the regional finals next week. Ça me tente pas de faire de la compétition. Non, faut que tu viennes. Là, je gagne ça. OK, ben là, faut que tu viennes pour le centre-ville de Montréal. OK? Là, je gagne ça. OK, là, faut que tu viennes pour toute l'île de Montréal. Là, je joue là, je gagne là. C'est tout des shredding fest.
Là, il faut que tu fasses pour tout le Québec. OK, là, je gagne ça. So là, je me retrouve à Much Music for Canada's Greatest Guitar Player. So là, je me retrouve à représenter le Québec au final national sur Much Music. Puis en 80, là, par le temps que ça arrive, on est rendu février 92. Puis ce qui arrive, c'est que tous les tickets de Smooth Rock Falls, Iroquois Falls, puis tout ça, qui sont pognés de milieu de nulle part, ils regardent Much Music. Il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'Internet. Oui. Ils checkent le rock and roll en espérant de voir David Lee Roth avec les filles, avec les bikinis. C'est comme ça l'affaire. On a fait 14 ans, ça, hair metal chicks, c'est hard. What about love? Oh, ouais. Et là, à un moment donné, c'est Guitar Player Competition. Puis là, il dit François Lamoureux. Puis là, ben, quand j'ai fait les tournées dans les écoles, tu peux pas imaginer. Tout le monde savait qui moi j'étais parce qu'ils m'ont vu à Much Music. J'étais un francophone, puis ils n'en revenaient pas. Puis là, c'est là que ça a commencé l'affaire de shredding, faire des solos. Puis j'étais comme rendu une affaire de fierté pour les Franco-Ontariens que c'est rendu au final national de guitare, puis ils chantent en français. Puis là, c'était rendu cool de pouvoir aimer un groupe francophone parce que j'avais été validé que j'étais bon musicien. Je m'étais rendu là-bas. Donc là, non, mais ça a eu un impact, effet, cette là. Ça a eu un gros impact parce que ça a validé la fierté de l'affaire. Donc ça répond au début de ta question. Je me souviens plus de la fin de la question, mais t'as bonne ta fin aussi. Mais je me rappelle plus c'était quoi. Ben, je pense ta question, c'était par rapport au succès que tu as justement eu à l'international, que tu n'as pas nécessairement eu les mêmes réceptions au Québec, spécifiquement. Je sais qu'il y a souvent des histoires de comme les directeurs musicaux, ils n'aiment pas quand tu viens pas du Québec, tu as de la musique en français d'ailleurs, puis son nom n'a pas de jouer de façon catégorique. Fait que cette ambiance-là, c'était comment? Alors, pourquoi ça marchait au Portugal? Ben, on avait justement une confiance en nous-mêmes. On savait que... Puis, ce que le monde ne savait pas, c'est qu'en même temps que je faisais ça, je faisais de la pub. Donc, j'étais le guitariste... Comment... Selon ce que les gens me disent, j'étais le guitariste le plus enregistré des années 90 qui était engagé. Donc, je jouais sur tous les Budweiser, les Labatt's, les Molson, les McDonald's, les Burger King. C'est moi qui faisais la guitare à la télévision. Donc, je peux voir un match de hockey. Puis je regardais les pubs, je faisais comme sur, je sais pas, 10 pubs dans un match de hockey. J'avais joué de la guitare sur comme 6 ou 7 d'eux autres. Wow. Donc je faisais beaucoup de pubs. Donc je commençais à avoir de la confiance en moi. Je faisais des films. Puis on sentait qu'on était un bon groupe. Donc on n'avait pas du tout le complexe d'infériorité. Donc quand on allait à quelque part, on arrivait comme des fucking Godzilla en ville. Nous, we're stepping on buildings. On arrivait, on chante en français. Puis c'est, on va faire un spectacle, mais tiens, on chante en français. C'est pas ça, man. On fait de la musique, puis ça donne que c'est en français. On fait de la bonne musique rock and roll, party time, puis ça donne que c'est en français. C'était pas le lead. Tu comprends-tu? Puis c'est devenu comme, OK, on assumait ça. C'était plus comme... C'était plus une question. C'est comme Jean-Marc Lalonde, il m'a beaucoup... Mais Jean-Marc, il m'a appris bien des affaires dans la vie. Jean-Marc, puis certain, quand il va voir ça, il va dire... Quand il était jeune, il y avait de l'acné, lui. Pas mal plus que moi, tu sais. Mais il s'en foutait qu'il y avait l'acné, man. Puis les filles ne voyaient pas ça, pas en tout. Moi, j'avais un bouton, puis là, je checkais lui, man. Hey, man, Jean-Marc, il pogne avec les filles, puis pourquoi? Parce qu'il doesn't care, man. Puis quand tu as confiance... Non, mais c'est vrai, mais quand tu as confiance, puis c'est pas de l'arrogance. Le monde ne voit pas ces affaires-là que toi, tu penses que c'est un problème. Mais chanter en français, c'est pas un problème, man. You do great music, you can play guitar, a great drummer, great bass player, it's a good show. Il n'y en a pas de problème. C'est pour ça qu'on a commencé à voir ça. C'était plus le complexe d'infériorité était au Canada. Il chante en français. Il n'y avait pas ça là-bas. Hein. Ça, c'est weird, pareil. Il chante en italien, il chante en portugais, il chante en espagnol. Il n'y avait pas de complexe. Il n'y avait pas de barrière de langue. C'était en français. Non, il n'y avait pas. C'était-tu bon ce que tu fais, tu sais? Donc, c'est pour ça que ça marchait là-bas. On arrivait comme Godzilla, stepping on buildings, puis... Vous arrachez tout, fait que là, tout le monde écoutait, puis là, après ça, c'était de fil en aiguille, de bouche à oreille, vous avez juste continué là-dedans. Puis là, mais au Québec, en région, ça a bien été. On a eu comme numéro 1 Musique Plus, on a eu numéro 1 sur 26 stations, numéro 4 à CKM. Mais on a quand même eu du support des Québécois. Le problème, c'est que le distributeur ne mettait pas les disques en magasin. Donc, c'était très dur pour les gens. Ouais, c'était vraiment dur. Mais non, mais on a eu bien du fun, mais c'était surtout la confiance qui nous a gardé à aller. Vous avez 6 albums, Brasse Camarade. Il y en a 4 qui sont en français. Il y en a 2 qui sont un mishmash de français, anglais et portugais. As-tu appris portugais? Comme... Faire un album puis faire comme hey, on pogne tellement au Portugal que va falloir que
On fait apprend des la tunes langue. en portugais. OK, t'es-tu prêt pour celle-là, man? T'es-tu prêt pour celle-là, là? So, 92, on appelle ce gars-là José Suarez, right? Puis Jean-Marc Lalonde vient, j'achète des grosses baguettes de dinosaures, puis on s'en va au Portugal, puis là, quand on pensait rester une couple de semaines, on a resté 6 semaines, puis José Suarez, on est devenu comme un bon ami, tu sais, puis lui, il était comme, tu sais, Frank, là, ça serait le fun, tu chantes en portugais un petit peu, là. Moi, je vais t'apprendre ça un petit peu, là, tu sais. Sauf que je savais. Puis moi, quand je suis allé là, j'avais acheté un livre Berlitz, je vais apprendre le portugais. Mais j'arrive là-bas aux Açores, puis c'est comme, ce livre-là, il est useless, man. et ce que je savais pas, c'est que dans la lusophonie, j'étais en train d'apprendre le portugais comme si j'apprenais le français en Gaspésie. Il n'y a rien de mal avec le français de Gaspésie. Non, mais c'est pas comprenable un peu partout dans le monde francophone. Donc, moi, j'ai développé un accent, là, du terroir portugais, là. J'ai été traîné comme un freaking street fighting dude à un tel point. Quand j'arrivais aux Açores, ou j'arrivais à Lisbonne, j'arrivais aux douanes, je parlais, le gars voulait même pas voir mon passeport. Il disait, hey, t'es avec cet accent-là, j'ai même pas besoin de voir ton passeport. Ça arrivait régulièrement. J'avais tellement un accent de la place que même les gens de Lisbonne me comprenaient quasiment pas. So là, tout est. Là, je suis comme. Et là, Suarez, il dit, ouais, on va traduire ta chanson Brise légère en portugais. So, on a fait ça. Après ça, un réalisateur de l'ONF en 93, on était au Portugal, puis on a fait un documentaire sur nous autres là-bas. Puis là, ça a bien été, cette affaire-là. Et là, on a décidé qu'on allait chanter en portugais un peu plus autour de 96, parce qu'entre 93 et 96, on a focusé sur le Québec. Problème avec le gérant, on dit « screw that, on va aller au Portugal ». Mais là, on a besoin des... Non, Pierre, mon frère dit « François, tu vas apprendre à chanter en portugais tout un set, man. On va réajouter nos chansons, tu vas tout chanter en portugais. » Oui, grand frère. Comment je vais apprendre le portugais? Je ne sais pas, mais on va figurer ça. Mais là, il faut avoir des textes en portugais. Ouais, on ne connaît pas personne au Canada qui sont portugais. So, Pierre, il a appelé la Caisse populaire des Portugais. À 8 h le matin, je pense que c'est un mardi. Ça sonne. Il y a un gars qui répond, il dit « Allô? » Puis là, mon frère, il dit « Ouais, ben nous autres, on s'appelle Brasse Camarade, puis on cherche un poète. T'appelles dans une banque, dude, là. Puis seule raison que j'ai répondu, c'est parce qu'il n'arrête pas de sonner. Moi, je suis le gérant ici. Pourquoi t'appelles dans une banque? Ben, t'es la Caisse populaire des Portugais. Tu dois connaître des Portugais comme artistes. Puis c'est quoi tu veux faire, man? Ben, il dit, ben, on va aller aux Açores. Ben, je viens des Açores, moi. Ah, ouais. Puis on veut traduire nos chansons. Ah, ouais. Combien de chansons t'as? Ben, on en a 10, là. Combien t'as besoin de ça? Bon, on a besoin de ça, je sais pas, par vendredi. T'es-tu malade? Ça va prendre 3 mois pour faire ça, 10 chansons. Ben, c'est qui va le faire? Ben, moi, je vais le faire. Toi, tu vas le faire, ouais. Viens à la caisse, pour moi tes textes, puis si je les aime, je vais les faire, moi. So, Pierre, il n'y a pas des textes. C'est parfait. Il va à la banque, et puis le gars, il dit, ouais, c'est pas pire. Le lendemain, il nous appelle. OK, venez à la banque, j'ai traduit tous vos textes. Oh, right on, man. Tu sais, moi, je suis comme, yeah. So, on arrive à la banque, on va chercher des textes en portugais. Là, Pierre dit, OK, apprends à chanter ça, là. Ouais, mais phonétiquement, je sais même pas. Là, je réalise, Pierre, on n'a aucune idée, c'est peut-être kill your mother, kill yourself. On sait même pas qu'est-ce qui est écrit là-dedans. On sait même pas si c'est bon. C'est juste des mots en portugais. Il dit, ouais, on n'a aucune espèce d'idée. Puis le seul portugais qu'on sait à Montréal, c'est un gars chez Steve Music qui avait 18 ans qui réparait des guitares en arrière. Fernando, yeah, on a des textes en portugais. Tu dis-tu, ouais, je suis un petit peu, là. Puis c'est-tu bon, ça? Ouais, ça a l'air correct. Ça dit pas des mauvaises affaires? Non, je sais pas, moi, man. Tu peux-tu m'apprendre comment dire ces mots-là? Sure. So, je prends ce gars-là, je vais en studio, puis je chante le mieux que je peux, puis il me dit non, dis-le. Puis il me guide un peu. Mais le gars, c'est pas un linguiste, le gars, là. C'est un fucking guy à chez Steve Music en arrière. Là, je chante ça. Je chante tout ça en portugais, là, puis elle dit, OK, on a un tape, je vais aller à Lisbonne, je connais personne à Lisbonne. I'm coming back with a record deal. OK, je reviens pas avant que j'ai un record deal. So, il va à Lisbonne, toutes nos life savings, man, ça coûte une fortune là-bas, blablabla. Il m'appelle après 2 semaines, j'ai trouvé un contrat de disque, je reviens à la maison. Là, il revient à la maison, comment t'as fait ça? Il dit, hey, c'est incroyable, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis allé voir tout le monde, puis il disait, pourquoi tu veux chanter en portugais, man? Toutes nous autres, on veut chanter en anglais, puis aller chez vous, puis toi, tu veux venir ici, reverse
Portuguese invasion. Vous autres venez ici, we're gonna go over there. Il dit, ouais, OK. Ben, il dit, nous autres, les textes, c'est bien important. Donne-moi tes textes. Là, il dit, puis tout le monde regardait les textes, il disait, My God, c'est des maudits bons textes, ça. C'est incroyable. Puis là, mon frère dit, banquier, il est si bon que ça, le freaking banquier, tu sais. Et là, il arrive à une place, puis le gars, il dit, qui écrit ces textes-là? Ça n'a pas de sens, ces textes-là. Ben, Pierre dit, ben, c'est un gars. Là, il sentait bien, ben, c'est un gérant de banque. Puis, c'est pas un gérant de banque qui écrit ça, dude, là. Ça, c'est de la poésie, man. C'est quoi son nom? Là, Pierre, il dit, ben, Marcelino Candeias. Non, pas Marcelino Candeias. Quoi, tu connais ça? Ben, il y a un poète légendaire des Açores qui s'est exilé au Canada, puis on ne sait pas où est-ce qu'il est rendu. No way! So là, mais ça gets better. So là, Pierre, il dit, on va aller voir le banquier, man. On va aller voir le banquier. So là, on appelle, il dit, hey, Marcelino, on va aller manger, sure. Là, on s'en va avec lui. Marcelino, t'es-tu comme une petite vedette cachée? Ah, j'ai été débusqué. T'étais débusqué? C'est quoi? Ouais, j'étais un docteur en lusophonie. J'étais un linguiste décoré de Coimbra. J'ai écrit plusieurs recueils poétiques qui ont été très bien reçus. Mais j'en avais marre de la vie d'artiste et de ne pas faire d'argent. Donc, je suis venu au Canada. J'ai été prêté à l'Université de Montréal. J'ai commencé le programme des études lusophoniennes et j'ai décidé d'abandonner ça. Je suis devenu gérant de banque pour faire de l'argent. Donc là, lui, on est comme, oh, wow, man. Alors là, il décide de lâcher sa job à la banque. Il recommence à écrire de la poésie. Puis il retourne aux Açores. Il sort de son exil, puis il assume, puis il va aux Açores, puis il devient le ministre de la Culture des Açores. Donc là, non, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme, Marcelino's coming back, man. So là, il dit, OK, les boys, vous allez venir aux Açores. So là, on retourne aux Açores, puis c'est là que Sean est avec nous autres dans ce temps-là. On va chez Marcelino, on va partout aux Açores, on va à Lisbonne. Là, tout le monde capote sur nos textes. On va à la télévision nationale parce que les textes sont tellement bons. On est comme à Bowie Show, Patrice Lécuyer, tous ces shows-là, là, en direct de l'univers, on est là, en train de chanter nos chansons, man. C'est comme, what the hell happened? Là, puis là, le Portugal, ça a bien été parce qu'on avait des bons textes. Puis on avait... Ça, c'est tout un ménage d'affaires bizarres, des accidents de parcours qui fait qu'on s'est retrouvés là. Puis... Marcelino, il est décédé aujourd'hui. C'est dommage parce qu'il aurait pu vous raconter son histoire, mais si tu googles Marcelino Candeias, tu vas voir que c'est un poète, puis tu vas voir des affaires de lui qui est rendu au ministère de la Culture des Arts. Comme c'est une vraie histoire. Là. C'est vraiment... C'est malade, cette histoire-là. Là. Il faudrait donc, comme ça allait bien. C'est quoi? Il faudrait un film. Oui, mais pas documentaire. Tu parlais d'un livre. Le livre, oui. Mais on est rendu à un film, là. Comme c'est basically comme un Wayne's World, mais très cool. Genre, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est incroyable. Mais c'est pire que ça. C'est pire que ça. C'est qu'à cause que j'étais dans la compagnie disque à Lisbonne, ben, on allait dans les foires commerciales, comme au Midem à Cannes. Puis, il y avait le bureau du Canada. Il y a comme le kiosque du Canada. Tous les artistes canadiens. Mais tu avais aussi le kiosque du Québec. Ouais. OK? Ouais. Puis, même, je pense, une fois, il y a eu le kiosque de l'Acadie. Mais en tout cas, tu as le kiosque du Québec. Puis, tu avais le kiosque des autres. Moi, je suis dans le kiosque du Portugal. Donc, moi, c'est marqué Brasse Camarade Portugal. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que nous autres, on allait là-bas, puis on rencontre des Américains en 99 à peu près. Puis, les gars sont cool, puis c'est les gars de New York. Puis là, c'est comme dans le temps des Internet Bubble Companies. Là, puis là, à un moment donné, on parle avec eux autres. Puis le gars dit, hey man, c'est quoi ça, Brasse Camarade? Ben, Rich, c'est notre groupe de musique. Chantant en français, oui, mais c'est marqué Portugal, ouais. Alors, vous jouez au Canada? Oui, partout sauf au Québec. OK, le plus gros marché francophone, tu ne chantes pas dedans, tu chantes au Canada, ouais, Louisiane, Alabama, Canada, des fois au Québec, puis Portugal, ouais. Puis tu joues beaucoup dans le continent? Oui, mais on joue beaucoup aux Açores. OK. Est-ce que tu fais de l'argent? Ben oui, on fait de l'argent. On a une maison sur le plateau détaché qui est assez rare. Tu sais, ça va quand même bien nos affaires. On fait quand même... Parce qu'on jouait tellement live, puis dans ce temps-là, on faisait de l'argent, actually. Parce qu'on était juste 3 membres dans le groupe. On a figuré ça jeune, nous autres. T'as pas 6 membres du groupe? Non. Impossible. 3. Puis le 4e membre, c'est la freaking van. Oui. You gotta feed the van. And that's the member. So là, à un moment donné, il dit, ben, you know what? J'ai des idiots à New York qui travaillent pour moi. They can't make money with money. You're making money with no money, so you're going to come work for me. So là, ben, j'ai dit à Pierre, tu devrais aller. Donc, Pierre, il est parti à New York travailler avec eux autres.
Moi, j'ai pris la job avec Isabelle Boulay d'être son directeur musical. J'avais fait la pub de Ford Focus avec Isabelle, puis elle m'a demandé d'être avec elle. So, Pierre est parti, moi, j'étais avec Isabelle Boulay. Puis là, donc, on est arrivé à New York à travers du Portugal. Puis c'est là que Pierre est arrivé au travail à la Times Square. Puis moi, je me suis marié la journée qui est partie. So, je me suis marié le 2 octobre, lui est parti le 3 octobre. Je suis au honeymoon au Mexique, j'appelle Pierre. Comment ça va ta première journée dans le mail room à Times Square? Puis ils ont trouvé à Pierre un appartement à son visa. Ils ont donné 10 000 $ pour déménager. Ils payaient 100 000 $ US par année en 99. Wow. Puis non, François, je suis pas dans le mail room, là. Ah, c'est quoi tu fais? Ben, j'ai mon bureau de coin, puis je peux voir le blimp, je suis à Times Square, puis j'ai un bureau de coin, puis j'ai une secrétaire, puis je suis en chef de l'international. Je dis, ben, voyons, non. Il m'avait dit que tu commençais en bas. Il dit, ah, mais là, je suis rendu le big boss. On the first day. Pierre, il est comme 11 h le matin. Ça s'est passé en 2 heures. Il dit, yep. Le rêve américain. Le rêve américain, François. J'ai dit, ah ouais, c'est quoi qui est arrivé? Donc là, il dit, ben, j'arrive au bureau, à Times Square, je rentre dans l'ascenseur, puis il y a un gars qui est là. Et donc, il est venu du garage. Puis là, il est là, puis c'est juste moi puis lui. Puis là, je remarque qu'il a pesé le 42e étage comme moi, ça. OK. Puis là, la porte ferme, puis il commence à bûcher des coups de poing dans les murs. Pouf, pouf, pouf. Puis il sac en allemand. Puis Pierre parle allemand. So là, le bonhomme, il dit... puis là, Pierre dit, c'est quoi qui se passe? Pourquoi t'es fâché? Il dit, tu parles allemand? Il dit, oui. Il dit, tu parles pas pire allemand. Quoi d'autre tu parles? Il dit, ben, je parle anglais, français, portugais, espagnol. Ah, tu t'en vas à la même place que moi. Il dit, ouais, c'est ma première journée au bureau. Les portes rouvrent, kid you not, les portes rouvrent. Puis Pierre, il est là avec le bonhomme, puis il dit, I'm the CEO of this place. You are now fired because he's now the head of international. He speaks German, and you don't speak German, and he speaks German, so he's the head of international. Donc Pierre est devenu le boss. Je dis, mais ça fait quoi, the head of international? Il dit, j'ai aucune espèce d'idée que ça fait the head of international, but that's me. Puis quelques mois plus tard... C'est parfait. Les autres, ils faisaient des downloads de musique. Ça s'appelait MCY.com. Ils faisaient des downloads de musique. Mais man, ça prenait 500 ans à downloader un meg. C'est iTunes avant iTunes. À un moment donné, le président, il appelle tout le monde dans la compagnie au mois de janvier, puis il dit, yeah, we now have to pivot the company. Parce qu'il y avait 176 millions de dollars dans le compte de banque, puis they were losing money like crazy. We have to pivot the company. We will now go from programming the software downloads to this new technology called DVDs and live music concerts. Oui. So who here has live music concert experience? C'était tous des programmeurs de code. Puis elle lève sa main. He also is now the head of production. C'est comme ça. C'est comme ça que... Donc là, à un moment donné, c'est comme ça que ça a commencé à New York. Puis là, à un moment donné, travailler avec Willie Nelson, travailler avec Pete Townshend, puis Neil Young, puis éventuellement le Grammy, puis les Emmys, puis Rihanna, puis Usher, puis tout le monde que j'ai travaillé avec. Ça a tout commencé de l'ascenseur avec l'allemand, à cause que le gars, il était à Cannes, qui a vu notre affaire du Portugal, qu'on était au Portugal. Tu sais, c'est toute une affaire de fil en aiguille qui a tout commencé en 90 avec le gars qui dit « You should go play in the Azores, man, like sing your tape. » Ça n'a pas rapport à tout ça. Ça a tout commencé là. François, c'est absurde. Puis là, tu as nommé du monde avec qui tu as travaillé. La liste est énorme. Exhaustive. Oui, comme c'est en fait, moi, j'ai pris 3 breaks parce que j'en avais assez, juste de nom. Et IMBD, tu étais allé sur IMBD, c'est là que tu étais allé? Exact. Ouais. Incroyable. Là, by the way. Non, ben je le sais, j'ai vu qu'il y avait il en manquait, évidemment, parce que j'ai trouvé d'autres sources. Mais il va falloir te revoir, mais pour boucler, parce que je sais que tu dois y aller aussi. Mais pour boucler le tout, je veux savoir ton coup de cœur côté carrière, que ce soit en show, en mix, en peu importe, parce qu'on va falloir te réinviter pour juste parler de avec qui tu as travaillé. Moi, j'ai des millions de questions là-dessus. Je veux savoir ton coup de cœur de carrière. Ça serait quoi à date? OK. Bien, il y a des coups de cœur. J'ai eu la bonne chance et la mauvaise chance d'atteindre mes rêves assez jeunes. Puis, quand tu atteins ton rêve jeune, mais ça affecte d'autres rêves. Oui. Donc, quand j'avais 13 ans, le premier rêve, c'était de jouer avec la musique avec mon frère. Mais il y avait 7 ans de différence. Donc, lui, il était vraiment très accompli comme musicien, puis moi, je commençais.
Donc, de pouvoir jouer avec mon frère, gagner un concours, puis ouvrir pour Cano, puis ça, c'était un coup de cœur spécial. Le prochain coup de cœur, bizarrement, c'est je voulais vraiment jouer la nuit sur l'étang. La nuit sur l'étang, pour moi, là, c'était comme Woodstock. Donc, quand j'avais 14 ans, c'est comme un jour, je vais jouer la nuit sur l'étang. Donc, quand j'ai fait ça en 87, c'était un autre. Pour moi, c'était comme je pensais que ma carrière était finie après ça. C'est comme j'ai atteint la nuit sur l'étang. Pour moi, puis après ça, le prochain coup de cœur, bizarrement, c'était je voulais devenir musicien de studio. Puis je voulais faire des pubs de Budweiser, puis des affaires de même, être un hired gun, faire tous les styles de musique. Puis j'ai sorti de l'école, puis à 21 ans, je faisais des pubs. Ma première pub, c'était Black Label, puis j'ai commencé à travailler beaucoup. Donc j'avais déjà atteint un de mes rêves de faire des grosses pubs. Après ça, ça a été de faire des films à Hollywood, d'écrire des... Donc j'ai scoré une couple de films. C'est pas des gros films, mais il y avait quand même des acteurs assez connus comme Bill Pullman, puis Lena Olin, puis Treat Williams. So, j'ai réussi à faire ça. Puis après ça, mon autre but dans la vie, c'était de devenir un mixeur. J'ai toujours mixé mes affaires. Oui. Puis mon héros s'appelait Bob Clearmountain. Donc, en l'espace de 3 ans, j'étais rendu que je mixais chez Bob Clearmountain. On faisait des Counting Crows. Bob avait fait le mix stéréo. Moi, j'ai fait le mix 5.1. Donc, j'étais avec mon idole. Tu as mixé avec lui? J'étais avec lui. Ben, on a mixé la même musique. Puis j'étais chez eux quand on a fait écouter au groupe les choses. Donc, j'ai pu benchmarker. C'est moi, j'ai enregistré la musique. Lui, il a mixé le stéréo. Moi, j'ai mixé le 5.1. Il fallait qu'on monte ça au band. T'sais. Donc, là, j'ai vu comment je me stackais avec Bob. Puis Bob, c'était mon héros. Puis mon plus gros héros de musique, c'était Pete Townshend. Puis en 2001, j'ai réussi à travailler avec Pete. Puis on a gagné le meilleur mix surround avec Pete. Donc, j'ai atteint mes rêves assez vite. Là, après ça, je me dis, je devrais peut-être gagner un Grammy. Puis j'ai gagné mon Grammy. J'ai réussi à travailler là. Puis ça, je vais peut-être travailler avec Steve Vai puis Joe Satriani. Oui. J'ai travaillé avec eux. Donc là, avec j'ai Dream tout atteint Theater aussi. Comme mes rêves. oui, avec Petrucci, mais c'était Steve Vai, Joe, puis Pete Townshend, c'était mes gars. Puis j'ai travaillé avec eux autres. Donc j'ai atteint plusieurs coups de cœur assez relativement vite. Donc là, après ça, il faut que tu fasses d'autres rêves. Puis j'ai atteint mes rêves. Puis quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup la science. Puis là, c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Je fais encore ce qu'on fait avec Fogo, mais c'est devenu jamais facile, mais c'est familier. Ouais. C'est familier. Comme je sais exactement comment le faire. Pierre et moi, on est bons à le faire. On a fait Lionel Richie il n'y a pas longtemps. On a fait une coupe d'opéra. On espérait travailler avec Aerosmith il y a un an passé, mais c'est fait mal. Je ne sais pas si on va le faire ou non. Mais il y a toujours des projets en air comme ça. Mais la science, en ce moment, ce que je fais chez CXC, qui est une autre conversation, je suis en train de vraiment... En fait, ce que je fais, je suis rendu vice-chairman de la faculté de musique à McGill. Je suis sur le board principal de McGill au niveau des levées de fonds. Puis j'ai vu qu'il y avait un besoin criant de transfert technologique, de aider la science à se rendre au marché. Puis ce que j'ai découvert, c'est qu'il y avait des compétences transversales transférables. Ça veut dire quoi? Yeah, well, that researcher there, he brings the most royalties to the school. Really? Yeah. You can't talk to him. Why? He's crazy. Crazy? I can't talk to him? No, he's crazy. If I can deal with Rihanna and Neil Young, well, what's his name? Don? I'm not afraid of Don. Let's go talk to Don. Hey man, c'est comme... Don, c'est devenu un de mes meilleurs amis. Donc, ce que je découvre, c'est que les vrais chercheurs scientifiques, c'est des artistes, mais ils ne réalisent pas. Donc moi, parce que j'ai pas mon doctorat en chimie, whatever, I'm not a threat to them. Ouais. Donc moi, je leur parle, puis j'essaie de sortir le meilleur d'eux autres. Donc moi, je les traite comme des artistes. Donc quand je travaille avec ces artistes-là, c'est pas moi la vedette. C'est des artistes avec qui je travaille. Mm-hmm. Mais souvent, des scientifiques qui font de la commercialisation sont en opposition un peu, they're cocky. Ils vont challenger la science quand c'est pas leur rôle de challenger, commercialize it. Oui. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à rendre des scientifiques très heureux et à amener, comme là, aujourd'hui, si tu regardes CXC sur Internet et puis Gulf Times, au Qatar, aujourd'hui, ils ont publié un gros article dans le Gulf Times sur ma compagnie avec notre technologie de biopolymère qui remplace les microplastiques. Donc, c'est des choses que je suis très fier. Donc, ça, c'est mes coups de cœur. Il y en a plusieurs qui m'amènent. Donc, c'est quoi mon prochain coup de cœur que je n'ai pas encore atteint? C'est de vraiment transférer la technologie qui va changer le monde. Ça, c'est mon prochain but. C'est tellement beau. C'est incroyable.
merci tellement d'avoir pris le temps de nous parler. Je sais que tu es quelqu'un de tellement occupé et puis on a réussi à trouver un temps, donc on apprécie énormément. On a des millions d'autres questions, puis ça sera pour une partie 2 si tu acceptes, évidemment, mais ce fut un vrai plaisir, vraiment. Merci beaucoup, François. Merci énormément. Rock and roll! De quoi tu parles? De quoi tu parles? Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais rien. Pas quoi faire. Moi je non ne sais plus. pas comment me sortir. On dirait que je viens de vivre un film devant mes yeux. Je pense que c'est ça qu'on a fait. Et juste pour contextualiser les gens, parce qu'on en a pas parlé, puis je trouve que c'est important parce que tu sais comment j'aime le monde de l'enregistrement. Je vais commencer à nommer vite fait juste du monde avec qui il a travaillé. Premièrement, moi, Slipknot, l'album Iowa. Moi, il veut pas travailler avec moi. C'est correct, il vit bien sa vie sans. Willie Nelson, Alanis Morissette, engineer et mixé. Je continue là. Rihanna, oui. Usher, on l'a dit aussi, il l'a mentionné. Dream Theater, on a parlé. Maroon 5, Billy Talent, Metric, Rush, Zappa, Play Zappa, Korn. Fait que beaucoup de rock, mais tout aussi ça? Après ça, genre du pop. Je veux parler de quelque chose. Vas-y. Appeler un gars qui gère une banque portugaise et que ça la donne que c'est le plus grand poète des Azores. Ça n'a pas rapport. Pas rapport. Rentrer dans un ascenseur avec un monsieur allemand qui est vraiment virulent et en tas. Et faire « Oh non, je parle allemand. » Et là, que ton frère devient chef d'une grosse entreprise. Compagnie. C'est fou. Ça n'a pas rapport. Là, on parle souvent de... Tu sais jamais qui va être là, les concours de circonstances et tout. Les rats qui vont à Disney aussi, c'est un exemple. Oui, exact, absolument. Mais faut pas oublier le talent et l'acharnement que ça a quand même pris. Parce que Brasse Camarades se sont fait fermer un peu la porte au Québec, qui est la grande scène francophone musicale au Canada. Puis là, de pas dire « Ah, ben, c'était le fun, les boys. » Ouais, puis de passer à autre chose. Il fallait juste un gars de la FLQ aux Azores. Fallait pas quelqu'un qui vote libéral. Fallait un vrai souverainiste pur laine pour que la francophonie hors Québec fonctionne. C'est tout le temps qu'on a aujourd'hui pour l'émission. C'est littéralement tout le temps qu'on a. On va le réinviter. C'était un réel plaisir d'y parler. François Lamoureux, encore de Brasse Camarades. Il va falloir inviter Pierre aussi. Oui. Parce que faut que Pierre contextualise ses appels téléphoniques et ses vécus d'ascenseur. Puis François, il a parlé de Pierre, fait qu'on espère que Pierre va parler de François, là, on va connaître toutes les histoires. Un grand merci, on se dit demain. Salut!